Bienvenue. Alors, je vais vous expliquer ici comment se servir du logiciel en ligne et du modèle pour modéliser la propagation d'une maladie infectieuse. Alors, c'est valable pour n'importe quelle épidémie, que ce soit des épidémies chez des animaux ou des humains. Et évidemment, ça peut aussi s'appliquer à ce dont tout le monde parle en ce printemps 2020, à savoir la pandémie de Covid-19. Mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres épidémies quelconques. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur les fonctionnalités du modèle, j'ai déjà traité la question dans une autre vidéo. Je vais simplement détailler les particularités de ce modèle précis. Alors, tout d'abord, je vais passer en revue les agents qu'on va considérer pour modéliser la propagation d'une épidémie. Donc, vis-à-vis d'une maladie infectieuse, on peut définir plusieurs catégories d'individus. Les premiers étant les individus sains, donc pas grand-chose à dire sur eux. Ensuite, quand une personne est contaminée, son avenir peut prendre plusieurs directions. Donc elle peut devenir déjà malade, et une fois qu'elle est malade, elle peut guérir à la suite de la maladie ou éventuellement mourir. Donc voici les 5 catégories. Alors, si je donne un peu plus de détails sur ces agents, l'individu sain, on a défini pour lui une demi de 0. Voilà, on n'a pas décidé des morts, on va dire, naturelles par vieillissement. On a préféré garder tous les individus en précisant une demi-vie de 0. Au niveau de la mobilité, cet agent est mobile et on a par exemple pris une valeur de 70% qui est totalement arbitraire. Pour les individus contaminés, c'est sensiblement la même chose que l'individu sain. Pour l'individu malade, la seule différence tient au déplacement, que j'ai mis un peu inférieur à la valeur pour les individus sains et contaminés, tout simplement pour prendre en compte le fait qu'un malade, a priori, est un peu plus faible qu'un individu en bonne santé et va se déplacer de façon moins rapide ou même pas du tout. Pas de différence avec ce qui a déjà été dit pour l'individu guéri. Et à l'individu mort, évidemment, la grande différence, c'est que ce point dans l'environnement ne va pas bouger. Donc mobilité est 0. Alors j'ai fait le choix de prendre une croix à la place des carrés qui avaient été pris pour tous les autres pour justement bien faire la différence entre les individus vivants et les individus morts. Alors venons-en aux règles qui vont du coup régir les modalités de la propagation de l'infection. J'ai défini 5 règles. La première, c'est une contamination par, je vais prendre la plus simple pour commencer, par quelqu'un qui est malade. Donc si je regarde les détails de cette règle, en gros, je dis que si un individu malade rencontre un individu sain, il y a un risque qu'il contamine cet individu sain, et du coup, on aura, suite à cette rencontre, toujours l'individu malade, et puis un individu contaminé. Je fais apparaître les deux nouveaux individus aux mêmes emplacements que les anciens, donc j'ai coché les 2 cases ici, et puis je garde la durée de vie de l'individu malade. On va voir que ça peut avoir son importance tout à l'heure. L'individu contaminé est nouvellement contaminé, il n'a pas changé d'état, enfin il a changé d'état, il n'a pas gardé son état initial, donc je n'ai pas coché la case ici. Je définis arbitrairement que la probabilité d'infection est 20%. Donc une fois sur 5, le contact conduit à une contamination. Pour ce qui est de la contamination par un individu infecté, je peux regarder la règle que j'ai définie, c'est plus ou moins la même qu'avec l'individu malade. Alors pourquoi j'ai défini cette règle? Parce que il se peut qu'un individu ait été contaminé par un microbe qui n'ait pas encore développé les symptômes de la maladie infectieuse, mais qu'il présente dans son organisme suffisamment de microbes pour pouvoir déjà être contagieux. Ça a été observé dans quelques études. Alors, c'est très difficile à voir, puisqu'en général, on se rend compte qu'on est malade grâce aux symptômes, et c'est déjà trop tard pour étudier l'individu. Mais ça a été documenté, et visiblement, la contagiosité ne démarre pas forcément toujours aux symptômes, mais souvent un petit peu avant. Donc c'est pour ça que j'ai défini cette règle. Un individu contaminé, même s'il n'est pas encore vraiment malade, peut transmettre le microbe à des individus sains. Ça, c'est la première, c'est l'explication. Sinon, dans le tableau, c'est à peu près pareil que la règle précédente.
La différence, les différences sont ici. J'ai mis une probabilité un peu plus faible pour la contamination, sachant qu'un individu contaminé a une charge de microbes inférieure à un individu malade, donc le risque de contagion est quand même un peu inférieur. Et surtout, j'ai mis ici un âge minimal. Alors, ça va être en lien aussi avec la troisième règle qu'on va voir tout à l'heure. Je considère qu'il faut attendre 150 tours pour qu'un individu contaminé soit contagieux. Sachant que la durée de la contamination avant les symptômes, je l'ai fixée à peu près 200, donc on voit que c'est sur la fin de la période qui précède les symptômes que je considère que l'individu est contagieux. Alors venons à la troisième règle maintenant. Apparition des symptômes. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je considère que l'individu contaminé, au bout de 200 tours, devient malade. Alors, pour faire en sorte que pas tous les individus se comportent exactement de la même façon vis-à-vis de cette règle, je n'ai pas mis à 100% ici, j'ai mis à 90%, ça veut dire que certains individus auront une durée d'incubation un peu plus longue et tomberont vraiment malades un peu plus tard que les 200 tours. Mais ça sera quand même regroupé autour de 200, 250 tours, vu la probabilité assez élevée que j'ai mis ici. Quatrième règle, la guérison. Donc évidemment, je dois partir d'individus malades ici. Je vais faire apparaître l'individu guéri sur la même case. Et je vais prendre en compte le temps pendant lequel l'individu a été malade. C'est pour ça que tout à l'heure, lors des règles qui faisaient intervenir les malades, j'ai conservé leur âge en cochant la case ici, quand les individus malades ne changeaient pas d'état. Donc je considère que, en gros, au bout de 200 tours, ce qui correspondrait à la durée des symptômes classiquement de la maladie, l'individu peut guérir, et j'ai mis cette possibilité de guérison à 30% pour justement faire la différence entre les individus qui guérissent plus ou moins vite. Donc il y aura un petit étalement de la guérison à partir des premiers symptômes en fonction des individus. Donc ça va créer les individus guéris ici. Dernière règle, c'est la mort. Alors c'est une règle très similaire à la précédente. C'est au bout de 200 tours, la durée classique de la maladie. Et simplement, ici, l'individu, au lieu de guérir, il meurt. Alors, généralement, quand même, les morts sont beaucoup moins fréquentes que les guérisons, fort heureusement. Donc, j'ai mis une probabilité de réaction ici largement plus faible, à 2%. Alors que tout à l'heure, pour la guérison, je l'avais mis à 30. Donc, le nombre de morts sera largement plus faible que le nombre de guéris. Voilà pour les règles de ce modèle. Alors, il est temps de le lancer pour voir un petit peu son évolution au cours du temps. Au niveau des conditions initiales, je précise, j'ai un nombre total d'individus fixé à 200. Et au début, j'ai pris un seul individu contaminé. Et on va voir comment, à partir de cet individu contaminé unique, la maladie, l'infection va se propager. Alors, je lance le modèle. Au début, il n'y a pas de propagation puisque l'individu n'est pas encore contagieux, il était juste contaminé. Il est devenu malade et entre-temps, il a commencé à contaminer d'autres personnes. Et vous voyez que les carrés orange deviennent petit à petit des carrés rouges. C'est l'évolution des contaminés en malades. Donc à ce stade-là, l'épidémie est limitée à cette zone-là. Alors j'ai aussi dans les paramètres coché la case pour que les bords n'aient pas d'effet, c'est-à-dire que les carrés qui vont vers la droite, ici, se retrouvent du côté gauche. Ça évite l'effet de bord dans les angles où des individus sains pourraient être à l'abri de la maladie, mais juste par un effet géométrique. C'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. À ce stade, vous voyez que la couleur dominante, c'est le vert, donc il y a surtout des individus qui ont guéri. Il y a encore quelques malades et quelques contaminés, donc je laisse encore un petit peu le modèle. Voilà, plus de malades, c'est encore un malade. Voilà, plus de malades. Donc je peux arrêter le modèle, il ne va plus évoluer en termes d'effectifs. Alors vous voyez qu'au final, dans cette population, on va retenir ces chiffres parce qu'ensuite je vais modifier des paramètres pour justement étudier les différences qu'on a dans les résultats finaux en fonction de la valeur des différents paramètres.
Ici, pas toute la population a été contaminée. Vous voyez qu'il reste quand même 20 individus sains sur les 200 du départ. Donc il y a à peu près 10% qui ont été non contaminés. Et puis, du coup, à la fin, il y en a quand même la majorité qui ont guéri. On a eu 13 morts dans cette modélisation. Et évidemment, à la fin, il n'y a plus d'individus malades ni contaminés, puisque l'épidémie est passée, sachant que on considère ici que les individus guéris ont été immunisés. Alors, en termes de graphique, on le voit là, je vais juste dilater un peu l'échelle horizontale pour mieux voir les courbes. Voilà, donc on voit que dès le départ, les individus sains diminuent, puisqu'il y a de plus en plus de contaminés. La courbe des contaminés et des malades sont juste décalées l'une par rapport à l'autre, hein, puisqu'il y a juste un délai entre les deux finalement. Et les morts apparaissent un petit peu après, puisqu'il faut déjà le temps d'incubation, puis le temps de la durée de la maladie. Alors, remarquons ici que les pics de l'épidémie atteignent environ un peu moins que 40 individus. Donc, c'est-à-dire qu'au maximum de l'épidémie, on a eu 40 contaminés et 40 malades. D'accord. À la fin, on a une différence entre les individus de départ et puis les guéris. Cette différence correspond évidemment aux individus qui sont décédés suite à cette infection-là. Alors maintenant, je vais essayer de changer quelques paramètres pour voir l'effet de ces paramètres. Alors, c'est l'intérêt de faire des modèles dans EduModel, c'est justement de tester l'effet de tel ou tel paramètre. Ce genre de modèles éducatifs n'ont pas vocation à faire des prédictions, par exemple. Ça, c'est plutôt des modèles plus complexes et beaucoup plus sophistiqués qui sont créés par des gens qui travaillent en épidémiologie. Donc, il faut quand même avoir en tête les limites de ces modèles-là. Ils nous permettent de comprendre comment ça marche et de voir quels sont les effets de certains paramètres, mais en aucun cas de représenter finalement la réalité et encore moins de faire des prédictions. Surtout que l'unité temporelle ici, ce sont des tours. Il serait très dangereux d'essayer de convertir les tours de ces modèles en unités de temps réelles comme des journées ou des semaines. Ce modèle n'est pas vraiment fait pour ça. Alors, essayons de changer quelques paramètres. Par exemple, je peux changer la contagiosité de la maladie. Ça sera dans cette règle ici. Par exemple, ici, j'avais considéré qu'une contamination par un infecté a 10% de chance de se produire. Si je prends, par exemple, un microbe qui est beaucoup plus virulent et contagieux, je peux monter cette valeur à, par exemple, 40%. Et puis, je peux aussi changer la contamination par malade, qui sera légèrement supérieure, je peux la prendre à 60%. Donc, retenez qu'ici, il a fallu, dans la manipulation de base, à peu près 2800 tours voire 3000 même, 3000 tours pour attendre la fin de l'épidémie, et que le pic, à peu près au milieu de la durée, a atteint 40. Et à la fin, il y a eu à peu près 13 morts. Alors, reprenons le même modèle, mais cette fois avec une maladie infectieuse beaucoup plus contagieuse. Je vais un peu accélérer pour qu'on aille directement au résultat. Voilà. Alors, il reste encore quelques malades. Voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez déjà que par rapport à tout à l'heure, l'épidémie a duré beaucoup moins longtemps parce qu'en fait, les personnes ont été contaminées beaucoup plus rapidement. Ici, en 2400 tours, quant aux 3000 tout à l'heure, l'épidémie est terminée. Le pic a atteint des valeurs un peu supérieures à ce qu'on avait tout à l'heure, puisque vous voyez qu'on a dépassé ici clairement les 40. Les morts sont en revanche assez similaires, puisque finalement le taux de mortalité a pas été bougé, hein, c'est juste le risque de contamination. Donc ça n'a pas trop changé les individus qui sont décédés à la fin. Par contre, par rapport à tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'individus sains qui restent à la fin. Tout à l'heure, on en avait une vingtaine, ici on n'en a plus que 5. Ce qui s'explique assez bien par la modification qu'on vient de faire. Alors, je remets, parce que je vais modifier un paramètre à la fois pour bien
comprendre leurs effets. Si on modifie plusieurs choses à la fois, on ne peut pas démêler les effets et les causes. Donc je remets 10 et 20. Alors, deuxième paramètre qu'on peut éventuellement modifier, c'est le délai de contagiosité. Si je prends la première règle, je peux ajuster au bout de combien de temps une personne contaminée devient contagieuse. Alors, ça n'aura pas forcément un effet très notable sur les résultats, donc je ne vais pas faire le test. On peut aussi changer la durée de la maladie. Alors ça aura des conséquences, puisqu'au plus la maladie dure longtemps, au plus les malades seront exposés à d'autres personnes, et au plus ils vont pouvoir contaminer. Donc ça, je pourrais éventuellement le modifier dans la règle guérison. Si j'augmente l'âge minimal des réactifs avant qu'ils puissent guérir, ça va me changer du coup les résultats finaux avec plus de personnes contaminées. Je ne vais pas faire cette manipulation, je ne vais pas toutes les faire, je décris simplement qu'est-ce qu'on peut changer dans le modèle avec le lien de ces paramètres vis-à-vis de la réalité biologique. Autre changement possible, c'est le taux de mortalité, évidemment. Alors, celui-ci, je vais pouvoir le changer et puis faire le test pour de vrai. J'ai défini tout à l'heure une mortalité de 2%. Alors évidemment, si la mortalité est supérieure, par exemple 5%, qui reste un pourcentage qui peut paraître faible, mais en épidémiologie, c'est quand même un pourcentage très élevé, j'applique et puis je vais refaire la manipulation. Donc dans les deux tests précédents, on avait à la fin une quinzaine de morts. Ici, je refais avec un taux de mortalité 2 fois plus élevé. J'accélère la modélisation afin de ne pas trop attendre le résultat final. Donc ici, c'est en cours de propagation. On a dépassé le pic et encore quelques malades. Voilà, les malades ne sont plus présents sur la zone. Et là, vous voyez que à la place de 10-15 morts, j'en ai à peu près le double. D'accord, à peu près une trentaine. Donc, évidemment, le taux de mortalité a un effet sur le nombre de morts à la fin, une fois que l'épidémie est passée. Ça n'a pas tellement modifié le pic épidémique. Vous voyez qu'on est toujours à peu près à 35, autour de 35 malades au plus fort de l'épidémie. Ça a juste modifié le nombre de morts au final. Je remets le taux initial pour qu'on regarde l'effet d'un seul paramètre à la fois. Ce qu'on peut changer également, c'est la densité de la population. Évidemment, au plus la population est dense, au plus les contacts entre les personnes vont être fréquents et au plus la maladie va se propager. Alors pour faire ça, je peux simplement modifier les effectifs initiaux. Alors je garde toujours un seul individu contaminé au début, mais plutôt que d'avoir 200 en tout, je vais prendre le double. Donc je vais mettre 400. Ce que je peux faire aussi, c'est garder le même nombre, mais réduire la zone. D'accord ? Ce qui me permettrait de garder les mêmes chiffres et de mieux comparer les valeurs. Là, simplement, comme on prend 2 fois plus de personnes en tout, on multipliera par 2 les différents pourcentages qu'on pourra analyser. Donc, je modifie l'agent, j'en mets 399, le dernier étant l'individu malade, et j'applique. Je lance, et je vais regarder ce qui se passe. J'accélère à nouveau, pour pas qu'on attende trop. Voilà, l'épidémie est terminée. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que quasiment tous les individus ont été atteints par l'épidémie. Si on compare à 20 tout à l'heure, là, on n'en a que 3. Et en plus, il y en avait 2 fois plus au départ, donc c'est vraiment très très faible. Le nombre de morts n'a pas sensiblement bougé, parce qu'on a 2 fois plus d'individus au départ, donc tout à l'heure on en avait 13 dans le modèle de référence, ici on en a 25, donc c'est juste 2 fois plus. Mais voilà, simplement la maladie a affecté tout le monde, puisque la densité de population était beaucoup plus forte. Et le pic de l'épidémie a atteint ici 110, à peu près. Donc si on divise par 2, ça fait dans les 55, c'est largement supérieur au
30, 35 qu'on avait tout à l'heure dans le modèle de référence. Donc vous voyez que la densité de population joue quand même sur le pic épidémique. Plus la population est dense, plus le pic de l'épidémie est marqué. Alors je reviens à la valeur initiale. Et encore quelques petits paramètres. Je peux aussi modifier, on va dire, l'affaiblissement du malade avec sa mobilité. Si vraiment les malades peuvent plus bouger, je peux modifier ce paramètre avec ce chiffre-là. Je vais pas le faire, c'est pas forcément le paramètre majeur qui nous intéresse ici. Il me reste deux choses que je peux tester dans ce modèle. C'est éventuellement la mise en place de gestes barrières, comme le port de masques qui permettent de limiter la propagation entre individus, et puis les éventuelles mesures de confinement qui sont mises en place au sein des populations pour limiter la propagation également. Alors, pour prendre en compte la mise en place de gestes barrières, comme se laver les mains, mettre des masques, établir une distanciation sociale, évidemment, il va falloir jouer sur le paramètre de contamination. Donc, c'est simplement en diminuant le taux de contamination que je vais pouvoir prendre en compte ceci. Alors, pour les deux règles qui sont reliées à des contaminations ici. Alors, je vais pas le refaire parce que tout à l'heure, j'ai augmenté ces taux. On a vu que clairement, il y avait des changements des résultats. Là, ce sera exactement l'inverse. Si je diminue les taux grâce aux gestes barrières qui sont suivis par les personnes, ça va du coup freiner et freiner l'épidémie et puis diminuer au final le nombre de personnes infectées. Si je veux tester l'effet d'un confinement, une première solution assez simple, c'est de limiter le déplacement des individus dans ce modèle. Que ce soit à la fois des individus sains, contaminés, malades, bon, guéris, ça n'aura pas trop de conséquences, mais les trois premiers. Donc je vais faire ce dernier test sur ce modèle, je vais modifier la mobilité des individus, alors sans forcément la mettre à 0, parce que si je la mets à 0, il n'y aura plus de contact, donc de toute façon la maladie ne va pas se propager. Mais admettons que je choisisse une mobilité ici de base pour l'individu sain de 20 à la place de 70. Pour le contaminé, je vais prendre exactement pareil, puisqu'a priori il est toujours relativement en forme. L'individu malade, je vais prendre la moitié, 10. Et puis l'individu guéri, je vais mettre comme les autres à 20. Je vais lancer ce nouveau modèle. Et je vais l'accélérer également pour voir ce qui se passe. Alors, vous voyez que l'épidémie progresse, mais à un rythme extrêmement faible. Et à un moment donné, elle s'est même arrêtée. Ici, elle ne va plus se poursuivre puisqu'on n'a plus que des individus guéris et sains. Donc, vous voyez quand même que la mobilité des personnes a une influence capitale sur la propagation d'une épidémie, puisque là, on voit que au bout de 2200 tours, l'épidémie est terminée, plus personne n'est porteur du microbe ici, et le pic épidémique n'a même pas dépassé l'effectif de 10. Donc un grand effet sur la mobilité des personnes. Alors c'est une première manière de modéliser un confinement. On peut essayer de construire un modèle un peu plus sophistiqué qui catégorise les personnes en gros en deux groupes, les personnes confinées et les personnes non confinées. Alors je vais charger un deuxième modèle qui montre ceci. Voilà, donc cette fois dans ce deuxième modèle, sur lequel je vais aller plus rapidement, parce que le fond du modèle est le même, simplement il y a deux catégories en plus, il y a les confinés et les non confinés. Alors, on a pris les individus sains confinés, non confinés, les malades pareil, les guéris pareil, et puis les morts, ça n'a pas trop d'influence, mais bon, pour établir les règles, on a quand même précisé. Par souci de simplicité, on n'a pas remis la subtilité des individus contaminés mais non malades, parce que ça aurait fait beaucoup de catégories différentes, mais ça aurait assez peu d'influence. Alors, si je parle d'une situation où, par exemple, personne n'est confiné, pour gérer le confinement, en fait, je vais juste modifier les effectifs initiaux, d'une part des sains confinés et d'autre part des sains non confinés.
enfin, des sains non confinés et des sains confinés. Je garde toujours au départ un malade non confiné pour que l'épidémie puisse éventuellement se propager. Alors, je vais partir pour faire un premier test avec uniquement des individus non confinés, donc en l'absence de confinement. Donc, les confinés, je vais les mettre à 0. Et je vais garder un effectif total de 200 personnes, donc je mets ici 199. Plus le malade, ça fait 200. Alors, si je fais le test, ça va me donner des résultats assez similaires au modèle précédent. Peut-être pas avec exactement les mêmes valeurs, parce que les paramètres sont un peu modifiés par rapport au précédent modèle. Mais je laisse tourner. Voilà, je peux arrêter le modèle, parce que les malades sont revenus à 0, donc ça va plus évoluer. Donc ici, les paramètres qu'on a pris font en sorte que la maladie est plus contagieuse que tout à l'heure, justement pour qu'on voit bien la différence. Alors, on voit ici que le pic épidémique est extrêmement marqué. Si personne n'est confiné, on voit que à peu près au bout de 1000 tours, on a un pic qui atteint 150 malades sur 200 au total. Donc en gros, à peu près 3/4 de la population est malade en même temps. Ce qui peut évidemment poser des problèmes au niveau des soins hospitaliers. Il n'y aura certainement pas la place pour soigner tout le monde dans ce cas-là. À la fin, on a un nombre de morts qui s'élève à 27, ce qui est quand même non négligeable pour ce modèle-là. Maintenant, prenons le cas d'un confinement qui va concerner, par exemple, on va dire 70% de la population. On fait un test arbitraire sur cette valeur. Donc je vais prendre ici 139. Non, pardon. 129, oui. 129 personnes. Non, ici c'est non confiné, pardon. Non, plutôt, voilà. 30 qui sont non confinés. Et puis, les personnes confinées, je vais prendre au départ 169. Non, pardon, je veux 70% de personnes confinées. Donc, sur 200 personnes, ça va me faire 140 confinés. Et 59 de personnes non confinées au départ. Pardon. Voilà. J'ai un petit peu inversé les deux. Voilà, donc j'ai bien un total de 200 personnes au départ. Alors, lançons le modèle et puis voyons les différences qui existent entre ce test-là et le précédent. Alors, dans le modèle, les individus non confinés sont représentés par des ronds et puis les individus confinés par des carrés, avec les couleurs similaires au modèle précédent entre sains, malades et guéris. Alors, je peux arrêter parce qu'il n'y a plus de malades. Donc, on voit sur le graphique que ici, déjà, l'épidémie a mis beaucoup plus de temps à se propager. Tout à l'heure, on était au bout de 2000 tours déjà largement dans le pic. Ici, le total de l'épidémie a pris à peu près 4000 tours. Donc, c'est plus étalé. Et deuxième différence notable, évidemment, le pic de l'épidémie est beaucoup plus bas. Tout à l'heure, on était dans les 150. Ici, on est à peine à 30. Donc, au final, ça va peut-être pas changer beaucoup les effectifs finaux en termes de personnes contaminées et guéries, mais ça a étalé dans le temps les infections. Alors ça, c'est crucial parce que du coup, ça laisse au service hospitalier beaucoup plus de temps pour pouvoir soigner tous les malades en même temps et pas être débordé par des pics épidémiques trop forts. Voilà. Donc un confinement à hauteur déjà de 70% de la population, ça semble relativement efficace. Alors si je fais un dernier test avec par exemple 90% de la population confinée,
Donc je vais mettre ici 180 personnes. Ici uniquement 19 personnes non confinées. Alors, je teste. Eh bien, déjà à ce stade, il n'y a plus aucune personne malade, que ce soit des confinés ou des non confinés. Donc, par malchance, quand même, la personne initiale ou celle qu'elle a contaminée, je sais pas, il y a eu deux contaminés ici. Une des deux est morte et une des deux a été guérie. Alors, la propagation de l'épidémie a été stoppée net. Donc, évidemment, en fonction de du niveau du confinement, l'épidémie sera plus ou moins freinée de façon efficace. Voilà comment du modèle nous permet de modéliser ces situations, et notamment celle dans laquelle nous vivons actuellement. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les mesures, compris les différents gouvernements, pour essayer d'enrayer, ou du moins de calmer et d'étaler cette épidémie.